La 7e année du 31e millénaire est particulièrement riche en événements. Ceux-ci marqueront le futur de l'impérium de l'humanité, ainsi que des Légiones Astartes encore loyales qui le composent alors. Certains créeront des souvenirs si vivaces dans les rangs de ces guerriers transhumains qu'ils seront la source de profonds changements au cœur de certaines légions, qu'il s'agisse de leur tactique de bataille ou de leur organisation en général. La plupart laisseront un sentiment d'amertume indélébile dans les esprits de ceux qui survivront à cette époque sombre de l'humanité, à tel point que 10 000 ans plus tard, leur souvenir leur causera encore une douleur vivace. Cette année est si mouvementée que certains faits, bien qu'éloignés par les distances intersidérales de la Voie lactée, se passent presque simultanément. Par conséquent, il est possible, dans cette section du Codex Vulgaris, ainsi que dans les suivantes, que certaines personnalités importantes de cette époque fassent leur apparition après avoir été abattues ou portées disparues, comme le démontrent les événements sanglants de la nébuleuse Alaxès. Cela peut aussi signifier que certains héros, appartenant à l'un ou l'autre des deux camps impliqués, soient particulièrement rompus à l'exercice de la duperie, parvenant à mettre en scène sa chute de manière si convaincante que 10 millénaires plus tard, celle-ci soit présentée comme un fait vérifié dans les archives impériales. À partir de la 7e année du 31e millénaire, Horus ordonne au primarque Conrad Kurz des Night Lords de neutraliser les 3 mondes forges de Tramas, afin de refuser à l'Imperium une source majeure d'approvisionnement en machines de guerre et matériel à l'est de ses frontières galactiques. La 8e Légion parvient à détruire 2 de ces mondes forges, ainsi qu'à endommager sévèrement le 3e. Les rapports des atrocités commises dans le secteur par les Night Lords parviennent à la Légion des Dark Angels, met alors sur pied une force de rétribution. Le conflit qui s'ensuit enflamme des centaines de territoires impériaux, semant la dévastation jusqu'à ce que le primarque de la première Légion, Lionel Johnson, mette un terme personnellement au bain de sang, tuant ou capturant la plupart des officiers du haut commandement des Night Lords. Conrad Kurz lui-même sera porté disparu et présumé mort. Ailleurs dans la galaxie, sur le monde de Narcisse, le bastion surnommé Parfaite Forteresse, érigé par la 3e Légion, avec l'aide de Perturabo des Iron Warriors, génie des tactiques de siège, est pris d'assaut par la Raven Guard. À la suite des terribles pertes subies sur Istvan V et le sabotage de ses tentatives de reconstituer rapidement ses effectifs, la 19e Légion de Corvus Corax décide de faire le siège de cette place forte hautement symbolique pour les traîtres des Emperor's Children, afin de prouver qu'il s'agit encore d'une redoutable force militaire. Grâce aux tactiques martiales et aux stratagèmes brillants du primarque de la Raven Guard, la Parfaite Forteresse tombe en une journée solaire. La stratégie utilisée consiste en une diversion offerte par une cohorte de l'armée impériale, rapidement écrasée par les Emperor's Children qui, sur le chemin du retour, trouvent leur forteresse occupée par les légionnaires loyalistes, qui retournent alors contre eux les formidables défenses de la place forte. La chute de la Parfaite Forteresse ne marque pas seulement une humiliante défaite pour les traîtres arrogants de la 3e Légion, mais aussi le retour de la Raven Guard aux premières lignes de l'hérésie. Il s'agit d'un acte de défi envers Horus, et bien que son choix de servir l'empereur ne l'amène au bord de l'extinction, la Raven Guard s'avérera être une épine dans le pied de l'architraître. Aux abords de Nocturne, le seigneur chapelain Nomus Ritan des Salamanders, toujours ignorant de l'issue des événements survenus sur Istvan V, envoie le lieutenant chapelain Xiaphas Jour, accompagné de 30 Fire Drakes de la Légion, à bord du vaisseau Ebon Drake, afin de prendre connaissance du destin de ses frères. Lorsque l'Ebon Drake se pose sur les sables noirs d'Istvan V, son équipage est incapable de localiser son primarque,
mais retrouve néanmoins la coque martyrisée du dreadnought Cassian Dracos, surnommé le Dragon Revenant, loin d'être intact, mais refusant de se laisser aller à son inévitable et définitive mort. Renommé le 2 fois mort et l'avatar des flammes sacrées par ses frères, Cassian Dracos retournera sur le champ de bataille afin de dispenser sa vengeance aux traîtres, mais pas tel qu'il était autrefois. Le temps passé sous les sables noirs et gorgé de sang d'Ist-25 a changé profondément Dracos, le dotant d'un tempérament imprévisible et d'une capacité à exercer un contrôle sur les créations du dieu machine et ceux qui lui sont liés, jamais vus auparavant. La présence de Cassian Dracos revigore l'équipage démoralisé de l'Ebon Drake, qui continue inlassablement ses recherches de son primarque Vulcan, manquant à l'appel, convaincu de sa survie. À la même période, les Space Wolves pansent leur plaie, due aux pertes sévères qu'ils ont subies lors de la chute de Prospero, lorsqu'une force d'assaut considérable de l'Alpha Légion lui tente une embuscade, redirigeant sa force vers le monde de Yarante. Le primarque Lemanrus ordonne une retraite tactique en direction de la nébuleuse Alaxes. L'Alpha Légion lui donne la chasse et rapidement, la 6e Légion se trouve dans une situation précaire, isolée et encerclée. À contre-cœur, Rus envoie un signal de détresse et requiert l'assistance de son frère primarque Jagatai Khan et sa légion des White Scars. Le Khan décline la demande de renfort de son frère, incertain quant aux allégeances réelles des 2 légions impliquées. En lieu et place, il met le cap sur Prospero, afin de déterminer la vérité concernant la soi-disant hérésie du maître de guerre Horus. Les Space Wolves sont finalement forcés de prendre la fuite afin de survivre. Une confrontation finale a lieu entre les loyalistes et les traîtres, tandis que les forces acculées des Space Wolves jurent d'emmener autant d'ennemis que possible avec eux dans la tombe. Alpharius en personne, avant la confrontation avec Rogaldorn qui lui sera fatale, se téléporte à bord du vaisseau amiral de Lemanrus, mais est repoussé suffisamment longtemps pour permettre à des renforts inespérés de faire leur apparition. Ceux-ci prennent la forme de la Légion des Dark Angels, et leur force stellaire mobile colossale, le Chimera. Répondant au signal de détresse de Rus, les 2 forces loyalistes combinées parviennent à renverser la situation et infliger de sérieuses pertes à l'Alpha Légion, finalement contrainte de battre en retraite. Après avoir refusé d'aider Lemanrus et sa flotte en difficulté, Jagatai Khan pose le pied sur Prospero, à la recherche de la vérité quant à la supposée trahison d'Horus. Il se téléporte à la surface avec un petit détachement de sa garde d'honneur et explore les ruines de la capitale planétaire, Tisca. Durant son exploration, le primarque est séparé de ses Astartes et se retrouve rapidement piégé à l'intérieur d'un réseau de cavernes souterraines où il est confronté à une projection éthérique de son frère, le primarque Magnus le Rouge. Celui-ci implore le Khan de choisir un camp et de ne pas faire confiance à leur père, l'empereur. Ayant trouvé les réponses qu'il cherchait, Jagatai retourne à la surface et est réuni avec son Keshig. C'est alors que les White Scars font la rencontre du primarque Mortarion et d'un contingent de Terminator Death Shroud. Le Death Guard tente à son tour de persuader le Khan de rejoindre la cause d'Horus, mais celui-ci refuse. Un combat éclate alors entre les 2 forces et Jagatai Khan parvient à blesser grièvement Mortarion, le forçant à battre en retraite. Le Khan se téléporte alors à bord de son vaisseau amiral et ordonne à sa flotte de faire route vers Terra, honorant l'appel de Rogaldorn à toutes les légions loyalistes, leur demandant de retourner au Monde Trône, ayant alors choisi son camp. Loin de Terra, les White Scars apprennent l'éruption de la tempête de la ruine, au lendemain de la bataille de Kals. Les voyages warp et les communications astropathiques rendues impossibles, les White Scars n'ont d'autre choix que de commencer une campagne de guérilla contre les légions traîtresses, frappant chirurgicalement avant de rapidement se retirer. Ces manœuvres ont pour objectif de ralentir l'avancée des traîtres vers Terra, mais causeront la perte d'environ 20% des forces vives de la Légion des White Scars. Tandis que les traîtres commencent à ajuster leur tactique à celle de la 5e Légion, le Khan s'aperçoit rapidement que ses forces commencent à être encerclées. Aux abois,
Les White Scars cherchent désespérément un dernier moyen d'atteindre Terra. Ils découvrent alors une installation navigateur secrète, contrôlée par la Navis Nobilité, à l'intérieur de la déchirure Warp de Catalus. À l'intérieur de la station, la 5e Légion fait la découverte de l'artefact de verre noir, un prototype de trône datant de l'âge de la technologie et permettant d'accéder à la toile. Le prêtre des tempêtes Targutai Yesugai se sacrifie alors en s'asseyant sur le verre noir, ouvrant un passage temporaire vers la toile qui permet aux White Scars d'échapper aux flottes massives des traîtres et émerger de l'Empire Ean sur la bordure extérieure du Segmentum Solar. Ailleurs dans la galaxie, un large contingent de la 34e compagnie des Worldbearers, mené par le capitaine Sor Talgron et l'apôtre noir Jarulek, prend d'assaut le monde de Percepton Primus, situé dans le système Percepton, au sein du royaume d'Ultramar, dans le conflit d'ensemble appelé la Croisade des Ombres, une série de campagnes sanglantes menées contre les 500 mondes des Ultramarines, dans le but d'éloigner la Légion de Terra, et séparer ainsi les forces armées de l'Imperium. Les Worldbearers parviennent à mettre hors d'état la flotte des défenseurs Ultramarines en seulement 27 minutes, en détruisant presque la moitié des vaisseaux qui la composent. Le combat continue cependant à la surface de Percepton Primus, où les Ultramarines tiennent obstinément bon pendant 163 jours solaires. Ils sont menés par le 17e maître de chapitre Aecus Decimus. Dans les dernières heures désespérées de la bataille, les Ultramarines utilisent le Phosphex, une arme de destruction massive tueuse de monde, détestée par le primarque Robout Guilliman dans une ultime tentative d'obtenir la victoire, transformant la planète en scorie fumante, hostile à toute vie. Bien que les Ultramarines parviennent à éliminer les 2/3 des forces des Worldbearers, Talgron et Jarulek parviennent tous deux à s'échapper de la surface dévastée de Percepton Primus. À partir de la 8e année du 31e millénaire, la planète Baal, foyer des Blood Angels, devient un sanctuaire pour les Space Marines fuyant la rébellion d'Horus. Craignant que les légions brisées ne profitent de cette base de repli pour se réorganiser et représenter à nouveau une menace pour ses plans, le maître de guerre Horus assiège la planète. Cependant, toute tentative de conquête de Baal se solde par un échec cuisant, causant de lourdes pertes aux légions Phélones. Ce siège stratégique va être amené à durer pour les années à venir. La même année, les Iron Warriors lancent un assaut audacieux contre les ruches orbitales du monde de Vanaheim, capturant des installations stratégiques après 10 jours solaires d'affrontements brutaux. Une force loyaliste du Segmentum Tempestus, qui inclut des éléments isolés de la Légion des Space Wolves, est attirée dans le conflit et lance 3 contre-attaques successives afin de reprendre les ruches orbitales aux traîtres, notamment leur grille de contrôle de l'altitude. Chacune de ces contre-attaques se solde par un échec cuisant, coûtant la vie à des milliers de vies loyalistes. Le célèbre croiseur lourd des Space Wolves, l'Helicon Spear, est capturé par les Iron Warriors durant la dernière tentative, représentant un trophée de choix pour la Légion des Traîtres. À la même période, la Raven Guard entame une campagne prolongée contre les légions Phélones et parvient à remporter de multiples victoires sur les mondes de Scarato, Capel 5642A, Constanix 2 et 40 portant à chaque fois des coups sévères aux traîtres. La sanglante 7e année du 31e millénaire s'achève sur un statu quo pour les deux camps impliqués. Les traîtres poursuivent leur avancée et ne parviennent pas à remporter une victoire significative susceptible de faire définitivement pencher le rapport de force en leur faveur. Les loyalistes, quant à eux, commencent à se regrouper mais, ralentis par les efforts des traîtres et leurs alliés des puissances de la ruine, peinent encore à œuvrer de concert. Ils parviennent cependant à échapper à plusieurs pièges mortels tendus par leurs anciens frères, voire à renverser le cours de la bataille en leur faveur, sans pour autant parvenir à interrompre significativement l'avancée implacable d'Horus vers Terra,
dont les perspectives d'une bataille se déroulant au cœur même du foyer de l'humanité deviennent de plus en plus probables.